C'est parti. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est Big Nine. Et cette 9e édition de Big, la thématique, c'est la fierté. Et je pense qu'il y a une chose dont on est fier dans sa vie, c'est la fois où on touche un premier salaire. Quel que soit son statut, quelle que soit sa fonction, toucher un premier salaire est toujours réconfortant et gratifiant. Néanmoins, quand on est entrepreneur, toucher son premier salaire peut prendre quelques temps, quelques mois, quelques années. Et donc, on est là tous ensemble pour parler de ce versement du premier salaire pour que les entrepreneurs, leur fin de mois ne rime pas avec difficulté. Donc là, on est 6, 7 avec moi pour parler de cette thématique, comment se verser un premier salaire tous ensemble. Donc Julie, on a échangé, donc tu as globalement un parcours d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Quelle a été ton approche concernant le versement de ton premier salaire ? La régularité, le calcul, les échanges. Et dans le cadre de ton projet Coven, tu as été accompagné par la Ruche Bordeaux. Qu'est-ce que cela t'a apporté et est-ce que tu as bénéficié d'autres accompagnements également ? Bonjour à tous, je suis Julie Cutillas et je suis la fondatrice de Coven. Moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Je crois que depuis que je suis petite, je voulais l'être. Et je ne m'étais jamais trop posé la question de l'argent parce que je ne suis pas sûre qu'on devient entrepreneur pour l'argent à la base. On le devient parce que peut-être on a envie de liberté. En tout cas, de la liberté toute relative de l'entrepreneuriat, parce que je vous assure que je suis beaucoup moins libre que quand j'étais salariée, mais c'est ce que j'ai choisi. Et on le choisit aussi pour le projet qu'on veut porter, pour l'impact qu'on peut avoir, pour les emplois qu'on peut créer. Et donc ça, on y réfléchit beaucoup. Et la première fois, moi, que j'ai créé mon entreprise, il y a 12 ans, j'avais pas vraiment réfléchi à mon salaire. En tout cas, j'y avais réfléchi parce que la banque, dans le business plan, m'a demandé combien vous allez vous payer. Donc j'avais bien sûr intégré tout ça. Mais les premiers mois, moi, j'ai oublié de me payer. Voilà, donc j'avais des salariés que j'ai payés, puisque ça s'était prévu. Et moi, j'ai oublié, je me suis rendu compte au bout de 3 mois que je m'étais toujours pas payée et qu'il faudrait peut-être le faire. Et en fait, on en a parlé ensemble en préparation. Le salaire, c'est la rémunération en tout cas du dirigeant, c'est un sujet qui est un peu tabou. D'abord, la rémunération en France, c'est assez tabou. Et en fait, les structures d'accompagnement, les banques, etc., n'en parlent pas tant que ça. L'entourage n'en parle pas. Alors, il y a des copains qui vont vous dire tu vas devenir trop riche, t'es entrepreneur, ok. Mais une fois qu'on a passé ce limite-là, les gens ne nous demandent pas. Du coup, tu arrives à en vivre, tu te verses un salaire, etc. Et ça, c'est le premier écueil à passer, je pense. Oui, il faut y penser, l'intégrer dans son business plan. Mais il faut aussi avoir des gens avec qui en parler. Et puis, c'est pas facile de se fixer sa première rémunération. On n'a pas d'échelle, on ne sait pas trop comment faire. Quel montant fixé ? Quel montant fixé ? Alors ça, on le sait par rapport aux résultats, bon ok. Mais une fois que l'entreprise marche bien, moi j'ai des salariés par exemple, je me paye plus qu'eux, ça c'est vrai. Mais du coup, j'y pense souvent et je me dis, est-ce que c'est juste ? Dans quelle proportion ? Comment je peux faire pour inverser les choses ? Il y a toujours plein de questions. Après 12 ans, j'ai toujours autant de questions sur ma rémunération qu'au début presque. Voilà. D'accord. Et dans le cadre de ton projet, comme j'ai indiqué, tu as été accompagné par la Ruche. Quel a été l'apport de la Ruche, la mise en relation ? Et est-ce que tu as bénéficié d'autres accompagnements ? Alors oui, j'ai été accompagnée, et d'ailleurs on en parlait avec une de mes collègues qui est là. Oui, j'ai été accompagnée, moi, du début jusqu'à aujourd'hui, toujours. Pas pour mon premier projet où j'ai été seule, ça a bien marché quand même, j'ai revendu ma boîte, c'était cool. Par contre, je me suis sentie très seule pendant 5 ans, j'ai fait un burn-out. Voilà, ça a été dur ce premier projet. Et du coup, pour mon deuxième projet, qui est Coven, dès le début, je me suis dit, ok, je me mets dans une structure. La première chose, c'est parler à d'autres gens qui ont exactement les mêmes questionnements que nous. Et ça, c'est hyper important. Alors, si on n'a pas parlé de salaire, ça c'est vrai. On a en tout cas parlé de beaucoup d'autres choses. Et du coup, la Ruche a été une structure qui m'a permis ça, de créer déjà ce lien social avec des pairs. Et puis au fur et à mesure de l'avancée du projet, j'ai choisi des structures d'accompagnement qui étaient en phase avec la dimension de mon projet. Et aujourd'hui, encore, tous les jours, je suis accompagnée par quelqu'un que je paye pour ça, une sorte de psy. On se voit une fois par semaine. Des fois, on ne se parle pas. Il vient juste au bureau, il est à côté de moi. Mais je sais que je peux lui parler de tout, je sais que je peux lui demander des conseils. C'est aussi un entrepreneur qui fait quelques accompagnements d'entreprise comme ça, en plus de son activité.
Et dernière question, Coven, c'est quoi? Alors, Coven, c'est une entreprise qui parle d'un sujet très chiant et d'une façon plutôt sympa. La prévention des risques professionnels, porter son casque, faire attention à ne pas tomber, etc. Le risque électrique, tout ça, nous, on en parle d'une façon sympa via des escape games et plein d'autres jeux. L'objectif, c'est pas d'infantiliser les salariés qu'on a en face de nous, mais c'est au contraire d'ancrer des réflexes chez eux. Ce sont des sujets qu'ils connaissent, ils ont déjà fait 1000 formations dessus. Mais la formation PowerPoint de 8 heures dans une salle qui sent un peu le café froid, ça n'ancre pas forcément beaucoup les messages. Et donc nous, on est là pour venir faire des rappels et faire vivre cette culture sécurité. Moi, je fais juste un petit aparté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais en France, il y a 700 morts au travail par an et 40 000 accidents graves. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère comme sujet. Et du coup, je suis plutôt fière d'essayer de contribuer à ça, à cette diminution et à ce que les travailleurs rentrent en bonne santé chez eux le soir. Il y a une campagne gouvernementale d'ailleurs sur ça. Exactement, oui, qui vient de commencer. Tout à fait. Merci Julie. Merci. Nathalie, donc, comme l'a indiqué Julie, elle a été accompagnée par la Ruche Bordeaux à travers le programme Les Audacieuses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous présenter la Ruche Bordeaux? Oui. Donc, bonjour à tous, Nathalie, je suis la directrice de la Ruche Bordeaux. La Ruche, c'est un réseau national d'incubateurs régionaux dédié à l'émergence, l'accompagnement d'entreprises à impact, aussi bien social qu'environnemental. On a aussi des espaces de travail collaboratifs un peu partout en France. Et on développe des parcours d'accompagnement qui vont vraiment de l'idée jusqu'à la levée de fonds, notamment des parcours parfois fléchés sur des publics spécifiques pour lesquels on croit qu'il y a encore un travail de représentation et de représentativité surtout à faire, notamment les femmes. Donc les Audacieux, c'est un parcours de 9 mois gratuit pour toutes les femmes qui ont une idée de projet, qui veulent se lancer. Un projet donc, qui adresse un enjeu de société, ça avait été le cas, et c'est toujours le cas pour Julie. À l'époque, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Pourquoi avoir suivi Julie, comment ça se passe? Il y a un comité, comment on intègre le parcours Les Audacieuses? Alors, Les Audacieuses, c'est un appel à candidature. Donc, vous avez un dossier à déposer en ligne. Il y a une première sélection sur dossier. Ensuite, il y a 2 journées de bootcamp qui permettent pour 20 finalistes de vraiment retravailler leur business model, leur pitch pour les préparer au jury de partenaires qui sélectionnent les 14 lauréates sur la région Nouvelle-Aquitaine. Mais il y a aussi Les Audacieuses qui existent en Île-de-France. Donc sur le site de la Ruche, la-du-6 ruche.net, vous retrouvez toutes les informations. Et comme je le disais, c'est un parcours qui dure 9 mois avec des temps de séminaire collectifs pour développer vos compétences, vous apporter des solutions et des réponses sur des enjeux techniques, du mentorat, du coaching individuel et puis surtout une communauté de pairs et d'entrepreneurs qui se posent les mêmes questions que vous au même moment pour vous permettre d'accélérer, de consolider votre modèle économique et d'aller chercher vos premiers clients. D'accord, merci Nathalie. Muriel, donc, Muriel, tu as créé la société Trail il y a 3 ans environ. Dans le cadre de ton projet, tu as été accompagné par Fana. Mais avant de revenir sur le salaire et sur l'accompagnement de Fana, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et la société Trail située dans le Pays Basque, hein, c'est ça? C'est ça. Faut pas faire d'impair, hein, faut pas dire Béarn ou si c'est l'inverse, ça passe pas. Merci pour ces précisions géographiques. Donc Muriel Moreau, donc j'habite à Bayonne. J'ai lancé la société Trail il y a donc 3 ans. Et en fait, ça vient d'un constat. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui sont familiers des problématiques de la laine française. Mais donc sachez qu'on a beaucoup de brebis chez nous, donc dans le Pays Basque, on est le 2e bassin au vin. Et les brebis, donc on les élève pour faire du lait et du fromage, et elles doivent être tondues 1 fois par an pour des questions d'hygiène et de confort. Et ça fait des années qu'on ne sait pas quoi faire de cette laine. Donc elle est considérée comme un déchet. Elle est jetée, elle est brûlée, enfin voilà, bref. Sachant que il y a quand même des propriétés naturelles assez sympas de cette matière. Donc ça, c'est le constat de base de Trail. Et on répond à cette problématique en ayant une stratégie avec 3 piliers. Le premier, c'est d'essayer de faire les choses mieux que la chaîne textile ne fait aujourd'hui. C'est-à-dire en essayant, en faisant d'ailleurs, une chaîne textile bénéfique à tous, c'est-à-dire en rémunérant les éleveurs en amont et en créant des matières naturelles alternatives au polyester.
L'objectif, c'est aussi d'être innovant, c'est-à-dire qu'on essaie de créer des nouvelles matières. Donc là, la première qu'on a faite, donc de sortir du classique, on fait du fil et des pulls, parce que on a la concurrence du mérinos néo-zélandais en face et qui est, enfin voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais ils ont les volumes et la qualité. Donc le premier produit qu'on a sorti, c'est de la ouate, qui remplace la ouate de polyester qu'on met dans les manteaux, par exemple, ou dans des meubles. Et le troisième point, c'est une stratégie de volume. Donc vraiment d'aller, nous on a 1200 tonnes par an. C'est compliqué de se rendre compte de ce que ça peut représenter, mais c'est beaucoup. L'idée, voilà, c'est de pouvoir trouver une solution à ces 1200 tonnes. Voilà. Merci. Et donc, dans le cadre de ce projet, tu as été accompagné par France Active. Comment s'est passée la mise en relation? Comment ça s'est passé? En fait, c'est à un moment, j'ai eu besoin d'un prêt bancaire. C'est vrai que, et on va revenir sur le premier salaire après. Je pense Oui. C'est super important, à mon sens, déjà, pour ces problématiques-là, pour la stratégie financière, de savoir quand l'argent va rentrer. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé de la ouate de laine, je suis allée voir des marques, je suis allée voir des usines qui font des vêtements. Et en fait, c'est des cycles de vente qui sont super longs. Parce que le temps de trouver les bonnes personnes, le temps de faire les prototypes avec les usines, et puis en fait, les ventes se font 1 an, voire 2 ans après. Et ça, c'est des choses dans la stratégie financière en amont qu'il faut vraiment, à mon sens, sécuriser. Voilà, après, moi, c'est pas un projet qui coûte très cher, mais à un moment, pour sécuriser, j'ai fait un petit prêt bancaire et donc j'ai fait appel à France Active pour la partie garantie du prêt. Et en fait, c'est la première fois, donc évidemment, j'étais avec des banquiers, avec différentes formes d'accompagnement. En fait, c'est la première fois qu'on rentrait autant dans mes chiffres et autant aussi dans l'accompagnement de mon comptable. Et c'est la première fois que j'ai été autant challengée. Alors, sur des trucs parfois qui font pas super plaisir, mais mais il faut être challengé là-dessus. Et pour la petite histoire, quand même, mon accompagnant France Active a trouvé des erreurs dans le bilan qu'on s'apprêtait à déposer, donc des erreurs que mon comptable avait faites. Voilà, donc on est vraiment sur des gens qui sont spécialistes de ces sujets d'ingénierie financière. Alors j'ai changé de comptable depuis, mais je suis encore avec France Active. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, c'est le meilleur résumé à mon sens, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que t'a apporté l'accompagnement de France Active? Si ce n'est cette erreur, qu'est-ce que ça t'a apporté au quotidien? Est-ce que ça t'a mis en relation avec d'autres réseaux, avec d'autres pairs? Alors, c'est vrai que le réseau en local est quand même très très important, d'identifier les bons partenaires financiers. Oui, et je suis toujours en contact avec mon accompagnant et mon conseiller France Active. D'accord. Voilà. Et par rapport à ton premier salaire, comment tu l'as calculé? Comment tu l'avais prévu? Comment tu l'avais anticipé? Alors, à mon sens, il y a 2 façons de le calculer. Soit on prend ce qui reste à la fin quand on a payé tout le monde et toutes les factures. Soit on part de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Et en fait, on s'arrange et on fait tout le BP, toute la stratégie financière pour atteindre ce chiffre-là et pour avoir la trésorerie suffisante. À mon sens, entreprendre, c'est déjà assez challenging pour sa santé mentale et pour on a assez d'up and down pour ne pas en plus se rajouter ce truc-là. Après, je pense qu'il faut que chacun le fasse en fonction de sa situation personnelle. Moi, j'avais 2 enfants, je les ai toujours d'ailleurs. Voilà. C'est peut-être plus grand maintenant. Oui, oui. On venait de liquider nos restos, c'était juste après le Covid. Il fallait rentrer de l'argent dès le début. Donc, du coup, je suis allée chercher de l'argent, j'ai mis de l'épargne, j'ai calculé combien de temps je pouvais tenir comme ça, le temps que l'argent rentre, parce que je savais que je serais sur des cycles de vente hyper longs. Donc, à mon sens, il n'y a pas de bonne façon de le calculer, mais je pense que pour s'empêcher des nuits un peu compliquées avec les yeux collés au plafond, vaut mieux aller chercher un peu plus au début et s'acheter de la tranquillité d'esprit pour être vraiment sur le développement et que sur le développement, quoi. D'accord. Et ça, c'est un conseil de France Active, le fait d'aller chercher ce surplus, ce complément financier? Pas du tout. Pas C'est du un tout. conseil de moi-même qui a eu un l'expérience. resto pendant 7 ans et on connaît le stress de la trésor et on connaît tout ça. Donc non, c'est un choix. Après, il faut croire aussi à son projet pour être capable Bien sûr. c'est toujours pareil, hein. C'est des risques. C'est sûrement une stratégie qui est beaucoup plus risquée niveau trésor et financièrement. Mais au final, quand on croit
voilà, faut prendre des risques. Hein. Voilà. Et il y a aussi un point important qui va avec, bien choisir sa forme juridique d'entreprise, avoir un bon comptable ou France Active qui vous aide à calculer en termes de charges, en termes de combien ça coûte et tout ça, ce qui est le plus intéressant. Et ne pas hésiter à se dire, OK, je fais ce choix-là pendant un an. Et après, en fonction de mon BP, je peux réajuster, changer de forme juridique. Ça peut aller assez vite sur les gains. Voilà, petit tips. Ok, merci beaucoup. Laurence, Muriel est accompagnée par France Active depuis maintenant 2 ans. Et France Active, l'un des credos, c'est les entrepreneurs engagés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous présenter et pourquoi avoir suivi Muriel dans son projet ? Très bien, bonjour. Donc Laurence, effectivement, moi je suis directrice opérationnelle sur France Active Nouvelle-Aquitaine, basée à Poitiers, donc pas du tout dans le Pays Basque, mais France Active c'est un réseau national. Et donc pour ceux qui seraient intéressés, donc on est présent dans toutes les régions et avec des antennes dans tous les départements quasiment. Alors on accompagne des entrepreneurs engagés. Alors aujourd'hui tout le monde parle d'entrepreneurs engagés. Alors c'est vrai que ça ne veut plus forcément dire grand-chose. On ne sait pas ce qu'on met derrière. Nous on est un réseau de financement et d'accompagnement, mais pas pour tous les projets. C'est-à-dire quand on parle d'entrepreneurs engagés, nous on parle d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui en situation de précarité par rapport à l'emploi. C'est-à-dire on s'adresse notamment à des personnes qui sont demandeurs d'emploi, à des personnes qui créent leur entreprise sur des territoires dits fragiles, à des jeunes, des chômeurs longue durée, je l'ai dit, des travailleurs handicapés, des femmes qui créent leur entreprise et qui ont plus de difficultés parfois pour accéder au crédit bancaire. Donc c'est une partie de notre activité et on s'adresse également à tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. 88% de ce secteur, ce sont des associations, donc vous connaissez bien ce que ça veut dire, mais c'est également des coopératives, des SCOP, pour ceux qui veulent entreprendre en SCOP, éventuellement des mutuelles, mais eux, ils ont un petit peu moins besoin de nous, donc voilà, on va se limiter aux associations et aux coopératives. Donc voilà ce qu'on appelle, nous, les entrepreneurs engagés. Quand on parle d'engagement, l'engagement, c'est déjà, pour un entrepreneur qui crée sa propre activité, c'est l'engagement de créer son propre emploi et de sortir d'une certaine précarité. Voilà. Et après, évidemment, plus on travaille sur les différents points, plus on va être engagé en ce qui concerne l'environnement, le territoire ou autre. Mais déjà, ça commence par créer son propre emploi quand on est demandeur d'emploi. D'accord. Et donc le projet de Muriel, pourquoi ? Le projet de Muriel, il coche plusieurs cases, j'ai envie de dire, dans l'engagement. C'est-à-dire que d'abord, elle l'a rappelé, elle sortait d'une expérience déjà d'entrepreneur, avec pas d'indemnité, je crois, de Pôle emploi quand on arrête son activité. Donc voilà, une précarité par rapport aux revenus. Et donc la volonté de recréer une activité, son propre emploi. Donc ça, c'était déjà le premier critère. Après, comme elle l'a expliqué, il y a quand même aussi un vrai enjeu sociétal, puisqu'on répond aussi à une filière qui n'avait pas de solution. C'est-à-dire que voilà, des éleveurs qui perdaient une partie en fait, de leur production, toute la laine, ils n'avaient pas de filière, c'était brûlé. Donc en termes d'environnement, ce n'était pas terrible non plus. On créait du déchet, on ne revalorisait pas. Et puis une forte application sur le territoire, puisqu'on est là sur un département, les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, c'est le travail avec toute une filière sur un territoire donné pour être dans la revalorisation. Donc voilà, nous, c'était important, effectivement, de soutenir des projets de ce type-là. Après, par rapport à la question du salaire, mais ça a déjà été un peu dit, mais j'insiste, effectivement, quand on crée son entreprise, il faut quand même prévoir. Alors c'est vrai qu'on ne se rémunère pas tout de suite. Il faut être réaliste. On ne va pas se rémunérer dans les premiers mois, la plupart du temps, Mais par contre, il faut quand même prévoir de vivre. Et donc, effectivement, on peut inclure dans son plan de financement du besoin, alors ce qu'on appelle nous du besoin en fonds de roulement, qui permet effectivement d'attendre les premières ventes et les premières rentrées d'argent. Il faut savoir que le besoin en fonds de roulement, les banques, elles n'aiment pas trop. Parce que c'est un peu, c'est très virtuel, quoi. Et derrière, il n'y a pas un véhicule, il n'y a pas une machine, il n'y a pas quelque chose qu'on peut récupérer si jamais l'entreprise va mal. On finance un peu du vent. Donc c'est vrai que pour ça, c'est important, nous, de pouvoir aussi apporter notre garantie pour faire levier, effectivement, auprès des banques et permettre aux entrepreneurs d'intégrer ces questions-là dans leur plan de financement.
Alors après, on étudie bien sûr les projets. Si on prévoit de se rémunérer tout de suite 3 000 euros par mois, on va être un peu vigilant et on va expliquer ce qui est possible, pas possible. Donc c'est là où notre accompagnement il peut être important effectivement pour challenger un peu l'entrepreneur et décortiquer les chiffres, comme l'a dit Muriel. Voilà. Et un outil, par exemple le prêt d'honneur? Alors, on fait de la garantie bancaire, bien entendu. On a également donc une possibilité donc de faire des prêts d'honneur, hein, donc avec des enveloppes qui sont mises à disposition. Donc ça, c'est l'outil de BPI France, du coup. Donc c'est des enveloppes qui sont effectivement mises à disposition pour compléter les apports personnels des entrepreneurs. Parce que le prêt d'honneur est un prêt à la personne, ce n'est pas un prêt à l'entreprise, hein, contrairement au prêt bancaire que vous allez faire, et qui va permettre aussi de pouvoir effectivement apporter dans son entreprise des apports personnels un peu plus importants et là aussi faire levier sur les autres financements et prévoir du coup un peu plus de marge pour pouvoir se rémunérer les premiers mois en attendant les ventes. Ok, merci beaucoup Laurence. Rodrigue, la parole est à toi. Donc, tu as lancé ton entreprise il y a 4 ans et demi. Oh là, reste avec nous, reste avec nous. Donc, il y a 4 ans et demi, tu as créé ton entreprise de nettoyage. Est-ce que tu peux nous raconter, nous présenter ton parcours avant la création? Bonjour à tous. Donc, Rodrigue, j'ai créé ma boîte en 2019. Le parcours est assez classique, hein, comme tout le monde. Avant, j'étais dans le monde salarial et puis j'ai pensé à créer ma boîte. Et puis voilà, donc aujourd'hui la boîte elle est créée, donc ça fait maintenant 5 ans. Et donc j'ai un effectif de 5 salariés qui tournent maintenant. L'entreprise est spécialisée donc, dans de grosses œuvres, tout ce qui est nettoyage de fin de chantier, entretien des locaux. Donc voilà, c'est du nettoyage en fait d'une manière générale en fait tout simplement. Rien de mis en transcendant, mais voilà, ça reste du nettoyage quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler du versement de ton premier salaire? Est-ce qu'il est venu rapidement? Comment tu l'as calculé? Est-ce qu'il était régulier? Parce que des fois, on peut toucher 500, 1000 euros un mois et le mois d'après, 300. Forcément, c'est aléatoire en fait. Parce que, déjà, comment tu l'as mis en place? Déjà, moi, pour ma part, j'ai commencé à me verser mon premier salaire au bout de 2 ans. Parce qu'il a fallu quand même que j'attende un bilan positif. Parce qu'à un moment donné, quand on commence... avec beaucoup d'incertitudes, on n'a pas forcément donc, les épaules assez solides. Quand on crée une entreprise, on sait quand on commence, mais on ne sait pas vraiment le trajet que ça prend, en fait, tout simplement. La première année, c'était forcément un petit peu compliqué, parce que le nettoyage, il y a énormément de concurrence dans le secteur. Au bout de la deuxième année, ça commençait à prendre un petit peu faut forme. se faire connaître. Voilà, et puis au bout donc, du deuxième bilan, on voit que le bilan est positif. Donc là, tu vas avec ton comptable qui dit que maintenant, tu pourras commencer peut-être à prendre un salaire. Un bon comptable. Hein. Un très bon comptable. Entre-temps, j'en ai changé aussi. Hein, donc, donc voilà. Et puis donc voilà, donc le premier salaire, en tout cas pour ma part, voilà, c'est basé à partir donc d'un second bilan positif. Et aujourd'hui, donc pour moi, c'est une fierté. Hein, donc le premier salaire. J'aime bien quand tu parles de fierté. Non, c'est important parce qu'en fait, c'est la concrétisation d'énormément d'heures qu'on compte pas. On compte pas ces heures, de beaucoup de sacrifices. Et puis partir du principe, en fait, quand on crée une entreprise, l'idée première, c'est vraiment pas donc on n'aspire pas vraiment à être riche. Ça part d'une passion, en tout cas pour ma part. Donc j'aime bien voilà, tout ce qui est nettoyage et tout. Et après, par la suite, forcément, on y pense. On a des enfants, on a une vie de famille, on a des charges qui vont avec. On commence à y penser. Et la passion donc, qui pousse à la création d'entreprises permet aussi de pouvoir fournir des prestations qualitatives. Et après, par la suite, suite à ces prestations qualitatives, donc là, on peut forcément générer beaucoup plus de revenus, en fait. Parce que des fois, c'est important. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes à Poitiers qui viennent me voir, qui me disent « Ah, maintenant, tu as 5, 6 salariés, comment ça se passe? Tu es riche, tu gagnes bien ta vie. » Non. Non, il faut d'abord que ça parte d'une passion, de quelque chose qu'on a envie de faire. On ne va pas créer une entreprise parce qu'un tel ou un tel a créé une entreprise à 6 ou 7 salariés. Je vais faire pareil et que moi, du jour au lendemain, je vais m'en sortir. Donc, vous savez, l'entreprise, c'est comme un iceberg. Hein. On nous voit comme ça, tout bien avec des salariés, mais derrière, il y a tous les charges qui vont avec. Donc, c'est très, très, très important. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, la leçon, l'info que je passe tout le temps. Il
faut d'abord que ça parte en tout cas d'une passion, d'une volonté de vouloir faire des choses. Ce matin, je suis debout depuis 2 heures du matin, j'ai pris le train pour venir à Paris, là je repars et puis je ne sais même pas si je vais dormir cette nuit, quoi. Donc voilà, donc c'est très 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 important. Mais ces efforts fournis, ces heures qu'on ne compte pas, derrière, va systématiquement générer des revenus, de l'argent. Parce qu'il faut le dire, hein, quand je me verse un salaire, je ne me verse pas 1 000 euros. Quand je me verse un salaire, je me verse un bon salaire, mais je ne fais pas du 35 heures par semaine. Donc voilà, c'est vraiment une fierté, mais c'est la récompense, la concrétisation d'énormément d'heures de travail, d'énormément d'efforts fournis en fait. D'accord. C'est là où il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et résultat net. Oui, ouais. Certains ont tendance à le confondre parfois. Mais bon. C'est important. Ouais. Dans le cadre de ton parcours, est-ce que tu peux nous parler de l'ADI et de son accompagnement? Donc l'ADI, justement, quand je parlais d'incertitude la première année, moi je suis parti de rien. Donc au début, les banques ne voulaient pas forcément me suivre parce que j'ai arrêté mon activité de manager là où j'étais. Donc j'ai bénéficié donc, de Pôle emploi pendant 2 ans. Et forcément, comme je disais, avec la vie de famille, on a des économies, mais on reste quand même assez prudent. On ne peut pas tout prendre et mettre dans l'entreprise. Et le fait de pouvoir développer mon entreprise, donc l'ADI m'a accompagné donc, sur la partie développement. Parce qu'une entreprise se développe aussi avec l'achat des machines, des camions. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous avec une entreprise de 5 salariés, c'est grâce à l'accompagnement de l'ADI. Et forcément, derrière, j'ai fructifié, on va dire, j'ai fructifié en tout cas cette aide. Mais l'ADI a joué un rôle clé et très important dans aujourd'hui le développement de mon entreprise, qui pour l'instant se porte à merveille. En cette période de rugby, la passe pour Hicham. Ouais. Donc Hicham, comme l'a indiqué Rodrigue, l'ADI l'accompagne depuis septembre 2020. Est-ce que tu peux nous raconter de quelle manière et quel a été le rôle de l'ADI dans le cadre du versement du premier salaire? Alors l'ADI, pour ceux qui ne connaissent pas, on est spécialisé, on est une grosse association dans le microcrédit, donc accompagné. Donc microcrédit, c'est à peu près 12 000 euros si on y rajoute des fonds propres, parce qu'on s'intéresse à la partie fonds propres, pour vraiment éviter à la personne de toucher à son épargne personnelle. Mais on est sur un public qui est en situation de précarité économique. Il ne faut pas hésiter à dire aux pauvres même. Et nous, notre objectif premier, c'est qu'ils se versent un salaire. Et on est très fiers quand on a quelqu'un comme Rodrigue, on en a pas mal, qui non seulement se tire un salaire, donc ce qui nous fait vraiment plaisir, parce qu'on ne se base pas du tout dans le calcul du financement sur ce qu'il gagne au jour J, on se projette toujours, et régulièrement, comme Rodrigue, il y a des gens qui nous surprennent. Je dis n'importe quoi, on sait peut-être imaginer 5 000 euros de chiffre d'affaires, ils vont en faire 20 000. Et ils vont recruter du personnel. Ça, non seulement eux sortent de la précarité, mais ils en sortent 4, 5, 6. Ils deviennent aussi ambassadeurs parce que c'est eux, nous on n'a jamais créé de boîte, c'est eux derrière qui ne deviennent pas bénévoles. On a beaucoup de bénévoles, mais rentrent dans des clubs ADI comme Rodrigue et nous aident à nous développer. Nous on s'intéresse bien sûr à des porteurs de projets, mais aussi à des gens qui ont entrepris et qui ont besoin de changer d'échelle, c'est-à-dire monter d'un cran. Et là, il y a besoin de financement. Les banques suivent, des fois ne suivent pas, mais quand ils ne suivent pas, nous, on est là. Et on rajoute l'accompagnement. Et on est très fiers d'eux parce qu'en plus, on n'est pas tout seul. Il y a du réseau, France Active, Initiative, il y a les banques, il y a BPI, qui rajoutent leur plus-value. Mais c'est toujours la personne elle-même qui ramène toujours la nouveauté qui permet de se développer. Dans le nettoyage ou dans la photographie ou dans n'importe quel domaine, on va toujours vous dire il y a de la concurrence, mais ils sont assez surprenants. Ils arrivent toujours à glisser, à ramener leur plus-value pour rentrer dans le marché. Dans tous les marchés, il y a de très grosses boîtes qui raflent tout, mais ça nous étonne toujours agréablement de trouver ces petits micro-entrepreneurs qui, par magie et par beaucoup d'intelligence et de bien faire, de savoir-faire, arrivent à gagner du chiffre d'affaires et gagner de l'argent, à se payer des voyages qui nous énervent des fois, mais ils gagnent vraiment en liberté. On les voit dans les réseaux poster des petites stories sympas. D'accord. Merci Hicham. Je vois le temps qui passe. Donc merci à vous toutes et tous.
Tu prouves là aujourd'hui la complémentarité des réseaux. S'il y en a pas un qui ne peut pas vous répondre, il y en a peut-être un autre et vous serez orienté par le réseau lui-même qui dit bah non, c'est pas vraiment mon style, donc n'hésitez pas, il y a un réseau qui est là, il y a un réseau d'accompagnement qui vous permet de vous lancer tout en mettant en place le versement du premier salaire. Merci beaucoup, j'ai été très fier d'animer cette bulle avec des personnes qui viennent de Nouvelle-Aquitaine, 6 de Nouvelle-Aquitaine, ça fait vraiment particulièrement fier, j'en suis très fier. Donc merci beaucoup et à l'année prochaine pour Big Ten.